Alors, on poursuit dans le cours. Nous avons fait la forme exponentielle d'un nombre complexe, donc a priori quelconque, mais non nul, donc r son module fois exponentielle iθ, donc c'est la notation de la forme exponentielle, où θ c'est un argument du nombre complexe z. Donc on s'en était arrêté là, on avait fait quelques exercices basiques. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez la forme trigonométrique, vous obtenez la forme exponentielle en simplifiant l'écriture. On évite d'écrire cosinus θ plus i sinus θ et on ne marque que exponentielle iθ, donc ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc commençons avec une propriété, une assez grande propriété qui résume tout ce qui a été vu avec la forme trigonométrique, et donc on prend deux nombres réels θ et θ' quelconque, et un nombre entier naturel n. Alors, déjà, le module d'exponentielle iθ. Alors, par définition, ça vaut 1. Donc comme ça, c'est réglé, il n'y a pas trop à chercher. Dès que vous avez exponentielle iθ, ne vous embêtez pas, ça vaut 1. Un argument alors de e iθ, ou de même r e iθ, sous la forme d'un produit, bien là aussi, c'est donné dans l'exponentielle, c'est θ, évidemment modulo de pi. On poursuit, on a une première formule, réellement, où ça sort un petit peu des sentiers battus par rapport à la première, qui est ici. Exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. Donc on a la multiplication de deux exponentielles complexes. Donc est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce que l'on a vu dans le chapitre des fonctions exponentielles? Bien non, pas vraiment. Exponentielle de x fois exponentielle d'y, ça va faire exponentielle de x plus y. Autrement dit, ce qui se trouve en puissance, iθ et iθ', on a envie de les additionner. Et puis, tant qu'à faire de factoriser par i, puisque exponentielle iθ, le i n'apparaît qu'une seule fois. Et donc, si on factorise par i, on a envie d'écrire exponentielle de i facteur de θ plus θ'. Eh bien, c'est tout l'intérêt, justement, de la notation de l'exponentielle complexe, puisque ça fonctionne, et ça nous donne les mêmes propriétés que l'exponentielle réelle. D'où, justement, l'intérêt de la forme exponentielle. Et donc, si ça marche pour ça, ça va marcher pour toutes les autres, puisque exponentielle iθ à la puissance n, on a envie de rentrer le n à l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler la formule de Moivre, et on a donc exponentielle de i fois n et fois θ. On poursuit, 1 sur exponentielle iθ, et donc quand on a envie de repasser au-dessus, on sait qu'on doit changer le signe de notre puissance dans l'exponentielle, eh bien ça fonctionne, on a donc exponentielle de moins iθ, et comme l'argument change de signe, puisqu'au lieu d'avoir θ, on a moins θ, et bien ça correspond au conjugué. Donc on peut aussi avoir cette notation-là. Puis on a un quotient de deux exponentielles, exponentielle iθ sur exponentielle iθ'. On va donc avoir bien la même chose que là, mais avec un moins. Donc exponentielle de i facteur de θ moins θ'. Puis, quand est-ce que deux exponentielles sont égales, c'est toujours le même procédé, comme on l'a vu avec deux formes trigo d'amenant qui étaient égales, donc les deux formes trigonométriques, eh bien, on avait que les modules étaient égaux à leurs modules. Donc là, ici, le module vaut 1, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, grâce à cette première partie. Donc il suffit que les angles soient égaux, mais modulo de pi, d'où θ égale θ' modulo de pi, lorsqu'on a deux exponentielles qui sont égales. Donc ceci conclut la propriété que je ne vais pas démontrer, ça découle directement de la forme trigonométrique. Alors, la formule de Moivre, qui n'a l'air de rien, comme ça, elle est quand même assez impressionnante si on explose l'exponentielle complexe et qu'on écrit en version cosinus et sinus. Et ça nous donne une propriété très impressionnante, assez compliquée et pas si évidente que ça. Lorsque j'ai cosinus θ plus i facteur de sinus θ et que je mets à la puissance n. Donc on sait que lorsqu'on met à la puissance 2, on a une somme à l'intérieur, eh bien il faut utiliser l'identité remarquable. Et on sait que c'est compliqué, il y a eu pas mal d'erreurs de calcul de fait là-dessus. Eh bien en fait on peut utiliser la formule de Moivre, ce qui est quand même beaucoup plus rapide puisque la puissance n passe
1 à l'intérieur. Alors c'est vraiment spécifique au cosinus et au sinus, ça ne marche pas évidemment dans n'importe quel cas, il faut qu'on ait cette forme-là. Donc cosinus θ plus i sinus θ, le tout à la puissance n nous donne cosinus de n fois θ plus i sinus de n fois θ. Alors pour ceux qui auront dans le supérieur en faisant des sciences un petit peu plus poussées en mathématiques, eh bien cette formule va être très importante puisqu'elle permet de linéariser du cosinus et du sinus. Donc ça, vous allez la réutiliser de nombreuses fois. Nous, on ne va pas trop l'utiliser. Pour démontrer cette propriété, eh bien évidemment, il faudrait revenir avec ça et utiliser une démonstration par récurrence. En fait, dès que vous avez cette égalité qui est donnée, les autres se déduisent. Passons au deuxième point de la remarque, avec quelque chose qu'on a vu également sur la forme trigonométrique. Donc, là ici, si je m'occupe de la forme exponentielle, bah, peut-être que ce sera plus simple de déduire ce résultat-là, c'est-à-dire la forme exponentielle de ce nombre-là. Donc évidemment, comme on voit un moins 2, donc là normalement c'est le module, donc ça ne passe pas, donc ce n'est pas sous forme exponentielle. Et pour pouvoir le mettre sous forme exponentielle, c'est peut-être plus simple que pour la forme trigonométrique, puisque ce que l'on va obtenir, si j'enlève le moins, j'ai 2 fois exponentielle i pi sur 4, donc là j'ai exactement une forme exponentielle, et puis en revenant un petit peu plus haut, le moins 1, je peux le remplacer par exponentielle de i pi. Donc justement, en faisant cette remarque-là et en utilisant les propriétés que l'on a, on va pouvoir écrire, alors si je le remets à la ligne, comme moins 1 est égal à exponentielle i pi, eh bien mon nombre z, qui s'écrit moins 2 exponentielle de i pi sur 4, je peux le remplacer, alors 2, je le réécris, le moins, qui correspond à moins 1 fois quelque chose, je le remplace par exponentielle de i pi, exponentielle de i pi sur 4, je le laisse, donc là le 2 est positif, c'est parfait, exponentielle i pi fois exponentielle i pi sur 4, j'utilise cette propriété-là, qui va me donner exponentielle de i, facteur de pi, plus pi sur 4, qui se simplifie en 5pi sur 4. Et là, j'ai exactement la forme exponentielle, puisque le module de ce nombre-là, bien, ce sera le module de 2 fois le module de exponentielle i quelque chose, qui vaut 1, donc ça vaut 2. J'ai exactement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que l'argument de ce nombre, eh bien, c'est pi sur 4 plus pi. Et comme exponentielle de moins i pi est égal à exponentielle de i pi, que je mette pi sur 4 plus pi ou pi sur 4 moins pi pour mon argument, ça revient au même. Et donc là, c'est une méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, je pense, qu'avec la forme trigonométrique où il faut se souvenir des propriétés du cosinus et du sinus. Et donc justement, en utilisant la simplicité de calcul avec l'exponentielle, on va pouvoir déduire des choses sur les formules avec cosinus, sinus, etc. Alors, déjà, faisons une première application, donc dans les exemples qui sont là, donc on peut même les mettre au pluriel, s'il y en a plusieurs. Et donc, je vais rajouter d'ailleurs des questions, que vous allez voir là, tirées du concours puissance 11. Donc, commençons avec ça. Donc, j'ai un nombre Z1, j'ai un nombre Z2, je vous donne ici une expression, qui n'est ni une forme algébrique, ni une forme trigonométrique, ni une forme exponentielle d'ailleurs, et puis Z2. Première question que je vous laisse faire, vous pouvez faire pause à ce moment-là pour vous laisser le temps de répondre à la question, la forme algébrique, la forme exponentielle de ces trois nombres-là, Z1, Z2 et de Z1 fois Z2, puis de déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Donc c'est tout l'intérêt justement de ce genre de choses, donc on a déjà fait ça avec la forme trigonométrique, mais là on va utiliser la forme exponentielle. Et donc je vous laisse faire. Vous pouvez donc faire pause ici pour pouvoir reprendre après. Donc vous avez fait pause, vous êtes revenu dessus pour avoir justement la correction de ce qui était demandé. Et donc vous avez la forme algébrique du nombre Z1. Pour ça, c'est tout simple, il suffit de développer, puisque la forme algébrique c'est une forme développée avec la partie réelle d'un côté et la partie imaginaire de l'autre. Moins 2 fois cos pi sur 3, c'est un nombre réel, donc ça c'est la partie réelle. Et moins 2 fois i sinus pi sur 3, et bien là j'ai la partie imaginaire qui est multipliée par i, donc c'est bon, j'ai la forme algébrique. Évidemment, on ne laisse pas cosinus pi sur 3 ni sinus pi sur 3, on va remplacer par ce que ça vaut. Cosinus pi sur 3, c'est égal
à 1/2, et sinus pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. Et je simplifie. Et je vais donc obtenir que Z1, sa forme algébrique, c'est moins 1, moins I racine de 3. Alors évidemment, le jour du bac, si on vous demande ça, ces questions seront séparées. On peut mettre une phrase avec pour réponse la forme algébrique de Z1 est moins 1 moins I racine de 3. Puis après, on en déduit la forme exponentielle, donc bien pour ça, il faut calculer la forme trigonométrique, on calcule le module, on va trouver 2, on trouve un argument, on va trouver 4pi sur 3 ou moins 2pi sur 3, modulo 2pi. Donc, la forme exponentielle, c'est celle-ci. On fait pareil pour Z2, avec un petit avantage pour Z2, c'est que la forme algébrique, elle est donnée. Donc directement, en faisant un petit copier-coller, la forme algébrique de Z2, c'est fait. C'est trouvé, c'est terminé, c'est moins 1 plus I. Donc là, on peut faire directement la forme trigonométrique. On calcule le module, donc racine carrée de moins 1 au carré plus 1 au carré. On va donc trouver racine de 2. Et puis on cherche un argument de Z2. Et on va trouver que l'argument, ça va être 3pi sur 4. Et donc, la forme exponentielle, c'est racine carrée de 2, facteur d'exponentielle de I fois 3pi sur 4. Donc pour Z1 fois Z2, donc la forme algébrique, c'est tout simple, je prends la forme algébrique de Z1, je prends la forme algébrique de Z2, je multiplie le tout, et puis je vais mettre en avant la partie réelle, et puis après, facteur de I, la partie imaginaire. Et donc, je vais trouver 1 plus racine de 3 pour la partie réelle, plus racine de 3 moins 1 pour la partie imaginaire, et donc fois I. La forme algébrique, c'est tout ça. Puis, pour la forme exponentielle, je ne vais pas calculer le module de ça pour pouvoir en trouver un argument, parce que je ne vais pas y arriver, je vais être bloqué. D'où les questions d'après, pour pouvoir déduire cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc si là je suis bloqué, c'est pas grave. Comme j'ai déjà la forme trigonométrique, mais surtout la forme exponentielle de Z1 et de Z2, je vais multiplier tout ça. Qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, regardons ce que l'on a. Pour Z1, le module ici c'est 2, ici pour Z2 le module c'est racine de 2, bien donc le module ça va être 2 fois racine de 2. Puis après j'aurai exponentielle de I fois 4pi sur 3, facteur d'exponentielle de I fois 3pi sur 4. Donc il va falloir utiliser la propriété que l'on a vue un petit peu plus haut, celle-ci, et il suffit d'additionner les arguments. Donc je vais additionner 4pi sur 3 avec 3pi sur 4. Ça va me donner pi sur 12. Alors évidemment, modulo 2pi, on se ramène à une mesure principale, et la voici. Donc ça, c'est la forme exponentielle de Z1, Z2, du produit de Z1 par Z2. Alors, que doit-on faire après? On va justement, pour pouvoir déduire la valeur du cosinus de pi sur 12, donc ça provient de l'exponentielle I pi sur 12 en donnant la forme trigonométrique, j'explose la forme exponentielle en mettant 2 racines de 2, facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, et puis je vais donc déduire de cette forme algébrique et de la forme algébrique que je vais obtenir, cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc, 2 racine de 2 fois cos pi sur 12 va être égal à ma partie réelle, donc 1 plus racine de 3, ou racine de 3 plus 1, et je diviserai par 2 racines de 2, et j'obtiendrai donc cosinus pi sur 12 égale à racine de 3 plus 1 qui provient de ça, divisé par 2 racines de 2. Et évidemment, c'est pas terrible de laisser une racine carrée au dénominateur, donc je vais multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2. Donc en bas, il va me faire apparaître 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, autrement dit 4. Puis racine de 2, je vais le développer avec le numérateur, et puis simplifier avec les racines pour obtenir donc racine de 6 plus racine de 2. Et je fais exactement pareil avec le sinus. Donc en prenant pour le coup la partie imaginaire à gauche et la partie imaginaire à droite, je fais comme tout à l'heure ici, je multiplie en haut et en bas par racine de 2, et je vais obtenir que sinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et j'ai un moyen simple de vérifier que ce que je dis est correct, puisqu'il suffit de vérifier à la calculatrice. Alors si la calculatrice ne donne pas directement cette valeur-là, ce qui est possible, elle vous donne néanmoins la valeur approchée, vous pouvez lui demander, vous calculez le résultat que vous avez obtenu, vous demandez la valeur approchée, et vous constatez que, a priori, il y a plusieurs décimales derrière la virgule, on trouve le même résultat. Et donc a priori, on conclut que c'est plutôt correct.
Alors là, vous ne l'avez pas écrit sur le cours, mais c'est des questions que j'aurais rajoutées, donc vous pouvez mettre sur votre cahier d'exercice si vous le souhaitez. C'est donc faire pause pour pouvoir copier tout ça. Vous pouvez tout copier, la question avec les 4 propositions, cette question avec les 4 propositions, c'est tiré du concours puissance 11. Et donc, dans l'énoncé, il est écrit plusieurs choses. Vous devez faire les questions, et à chaque question, il y a plusieurs réponses possibles. C'est pas une seule, c'est plusieurs réponses correctes, mais quoi qu'il arrive, il faut dire celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Donc il n'y a pas de choix, il faut tout traiter correctement et soigneusement. Et tant qu'à faire, essayer d'optimiser notre temps pour avoir le minimum de calcul à faire et pouvoir répondre à différentes questions. Donc là, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct, au UV, donc rien d'anormal. On considère deux nombres, Z1 c'est racine de 6 plus racine de 2, plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2, donc la forme algébrique. Et Z2, le quotient de deux formes algébriques. Donc là, je n'ai pas la forme algébrique à cause du I qui est au dénominateur. Et vous avez Z1 au carré, on vous demande de calculer et de voir si c'est égal à ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc pareil, je vous laisse et pareil pour tout le reste, donc je vous laisse le temps de les faire, donc vous pouvez faire pause à ce moment-là, et puis vous reviendrez dès que vous aurez tout trouvé, ou si vous bloquez, vous revenez et puis vous aurez évidemment les réponses. Donc vous venez d'arrêter le moment en pause pour avoir les réponses. Et donc, je vous donne les réponses à ça. Donc là, il n'y a pas le choix. Pour Z1 au carré, il faut tout mettre au carré, tout calculer. Et ici, on va trouver que la réponse est vraie. Donc là, on n'a pas le choix. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme on demande un argument de Z1 au carré pour la question C, on peut le déduire de cette forme algébrique, le module. Donc le module, on va trouver une certaine valeur, on fait nos calculs, et pour le module de Z1 au carré, on ne va pas trouver 5pi sur 6, donc c'est faux, puisqu'on va trouver pi sur 6. Donc là, on a les deux questions en faisant la forme algébrique de Z1 carré, en déduisant un petit peu plus, c'est-à-dire la forme trigonométrique. Alors, pour Z2, on voit qu'on a le module à calculer, et puis Z2, on a la forme trigonométrique, ou donc la forme exponentielle. Donc, quoi qu'il arrive, on sait qu'il y en aura peut-être une des deux qui est vraie, mais en tout cas, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps, puisque le module ici c'est racine de 2, alors que là, le module c'est racine de 2 sur 2. Je ne peux pas avoir et ça, et ceci vrai. C'est soit l'un, soit l'autre, ou soit aucune des deux. Donc pour ça, j'ai pas le choix, il faut que je calcule des choses sur Z2, vu l'expression 1 plus I, on connaît bien, racine de 3 plus I, on connaît bien, on a déjà fait pas mal de fois leur forme trigonométrique, donc calculons leur forme exponentielle, au numérateur et au dénominateur. Donc 1 plus I, si je calcule la forme exponentielle, eh bien je calcule son module, je vais trouver racine de 2, et puis pour un argument, je vais trouver pi sur 4. Donc racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Je fais pareil en bas. Le module, je vais trouver 2. Donc, et puis, pour un argument, je vais trouver pi sur 3. Donc, en résumé, Z2, j'ai racine de 2 exponentielle de i pi sur 4 divisé par 2 exponentielle de i pi sur 3. Puis, j'ai racine de 2 en haut et 2 en bas, ce qui me donne racine de 2 sur 2. Donc, a priori, celle-ci est fausse, je ne peux pas avoir racine de 2. Et pour ici, il ne me reste plus qu'à calculer un argument. Donc j'ai exponentielle de i pi sur 4 sur exponentielle de i pi sur 3. Je fais un petit calcul, je simplifie et je trouve bel et bien exponentielle de i pi sur 12, en utilisant une propriété qui a été vue un petit peu au-dessus, celle-ci. Et donc, celle-ci est vraie. Cela donne la réponse à la première question. Puis ici, j'ai tiré ça, ça porte sur les nombres complexes, mais c'est un peu plus basé sur de la logique. Donc c'est toujours pareil, je prends x, y, deux nombres réels, et z, le nombre complexe formé par x plus y, autrement dit la forme algébrique. Et donc première question, on est sur de la logique pure, la négation de la proposition x supérieur ou égal à 0 et y strictement positif, et la proposition x strictement négatif et y strictement négatif. Vrai ou faux? Donc là, je pense que c'est clair, c'est totalement faux, puisque la négation d'un et ici, d'une intersection, c'est une union, et j'ai encore une intersection. Donc ça, c'est pas bon.
Puis vous avez remarqué, hein, j'ai y strictement positif, hein, la négation, c'est pas y strictement négatif. Donc ça ne va pas, c'est entièrement faux. Donc passons ici. Si x égale à y, alors argument de z est égal à pi sur 4. Alors, ça tombe bien, puisque juste avant on avait vu 1 plus i. Effectivement, a priori ça marche. Hein, j'ai x égale y égale à 1, et j'ai bel et bien pi sur 4. Sauf que ce résultat-là est faux, hein, en particulier si je prends par exemple le nombre moins 1 moins i. Si je calcule son argument, eh bien j'ai pas pi sur 4, puisque là je suis dans la partie symétrique par rapport à l'origine, je suis dans le troisième quartier, et j'ai donc moins 3pi sur 4, ou plus 5pi sur 4, modulo de pi. Alors, par contre ici, la réciproque de la proposition précédente est-elle vraie? Alors la réciproque de la proposition précédente, hein, c'est celle-ci, la proposition précédente, la réciproque c'est si j'ai ma conclusion, alors j'ai mon hypothèse de départ. Ce qui s'intitule autrement, si argument de z égale à pi sur 4 modulo de pi, alors x égale y. Alors par contre, ceci est vrai. Hop, ça, c'est entièrement vrai. Et il suffit d'écrire la forme trigonométrique. J'ai donc R, un facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, d'après le fait que l'argument de z est égal à pi sur 4, et comme cosinus et sinus de pi sur 4 sont tous les deux égaux à la même valeur, racine de 2 sur 2, eh bien j'aurai que la partie réelle, c'est-à-dire x, est égale à la partie imaginaire, c'est-à-dire y, est égale à r fois racine de 2 sur 2. Et donc, ça me donne que c'est forcément vrai. Et la dernière question, donc celle-ci, eh bien, on cherche. Alors, on peut essayer avec quelques nombres, on trouve des trucs qui fonctionnent ou pas. Alors moi, j'ai pris, par exemple, z égale à 2 plus i. Donc ce nombre-là. Donc en fait, je cherche un contre-exemple, puisque je pense que c'est pas vrai, cette propriété. Si je prends grand Z égale à 1 sur petit z, alors x égale à 0 ou y égale à 0. C'est-à-dire la partie réelle de grand Z et la partie imaginaire de grand Z. Donc là, ça ne va pas. Eh bien, j'obtiens que grand Z n'a pas une partie réelle ou une partie imaginaire nulle. Donc ceci est faux. Et ça conclut la deuxième question de cet extrait de concours puissance 11. Et il y en a plein d'autres, hein, évidemment, si vous voulez voir, vous pouvez vous entraîner là-dessus. Alors, je vous laisse faire l'exercice numéro 154 de la page 269.